La haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui est réalisée par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue dans Grand Angle, une émission destinée à mieux comprendre les dynamiques économiques, politiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la situation alarmante au Mali. Le pays est pris dans un cercle vicieux d'insécurité grandissante, d'isolement diplomatique, de blocus économique et de pénurie qui affectent directement la population. Le retrait de la MINUSMA a laissé un vide que les groupes armés exploitent sans répit, tandis que l'aide humanitaire peine à atteindre les populations les plus vulnérables. Alors que les crises sécuritaires et humanitaires s'aggravent, que se passe-t-il vraiment sur le terrain? Pour tenter d'apporter des réponses à cette question, il y a avec nous Ahmed Ben Saada, analyste politique et auteur de plusieurs ouvrages. Ahmed Ben Saada est en direct depuis Montréal. Bonjour Dr Ahmed Ben Saada. Bonjour Monsieur Zine Charpaoui, bonjour à tous les invités sur le plateau et ailleurs, et bonjour l'Afrique. Je rappelle que Dr Ben Saada, en plus d'avoir produit beaucoup de livres, a écrit et a produit et a publié beaucoup d'articles sur les différentes problématiques qui intéressent l'Afrique. Alors pour ce numéro de Grand Angle consacré au Mali, il y a également avec nous notre ami de toujours, Mqorana Touarabi, journaliste spécialiste des questions de sécurité en Afrique. Mqorana Touarabi, bonjour. Bonjour Monsieur Charfaoui, bonjour à Dr Ahmed Ben Saada et à tous vos invités, bonjour l'Afrique. Merci Mqorana Touarabi. Nous venons d'être rejoints par notre troisième invité. Il s'agit bien évidemment, je dis bien évidemment parce que c'est une habituée de l'émission, je parle de Lima Louibi, enseignante universitaire et spécialiste des médias. Bonjour à vous, Madame Louibi. Bonjour Monsieur Chalfawi, bonjour Mokran, bonjour à Dr Ben Saada et bonjour l'Afrique. Merci. Alors, le Mali à la croisée des crises, c'est le titre du numéro de Grand Angle d'aujourd'hui et le débat commence juste après le jingle. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire sur Radio Ifriqiya FM. Ahmed Ben Saada, je vais commencer par vous. Alors, la junte militaire s'est engagée à rétablir la sécurité lors de sa prise de pouvoir en 2020. Or, on observe une intensification des attaques terroristes, notamment celle du JNIM, et même des blocus routiers stratégiques. Comment expliquer cette dégradation sécuritaire sous un régime qui se veut pourtant fort? Alors, en fait, la situation peut se résumer en rappelant les 4 axes prioritaires que s'était fixé le colonel Assimi Goïta, maintenant rendu général. Ces 4 points sont l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire, les réformes politiques et institutionnelles, la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord issu du processus d'Alger, l'organisation d'élections crédibles et transparentes aux échéances prévues. Oui. C'était le 17 juin 2021. Aucun de ces points n'a été couronné de succès. Et tous ces points sont mis au placard actuellement. Et à quoi nous assistons? Nous assistons à un pays qui est sous paranoïa politique, c'est-à-dire vous avez des militaires de haut rang qui sont mis en prison. Oui. Vous avez un pays qui est complètement, gangréné par le terrorisme et le djihadisme dans plusieurs de ses frontières, la frontière sénégalaise, la frontière de Côte d'Ivoire et même ailleurs. Vous avez des villes qui n'ont plus d'électricité. Vous avez des queues interminables pour avoir du carburant. Vous avez en plus une certaine mainmise des djihadistes sur la vie tout court
au Mali. Vous savez que très récemment, à cause justement de cette raréfaction du carburant au Mali, en fait, les personnes qui commercent dans ce domaine-là ont fait des accords avec les djihadistes, oui. Contrairement à tout ce qui se dit avec le gouvernement. Donc, et même les djihadistes ont imposé aux services de transport d'avoir des femmes voilées dans leurs moyens de transport. Et ça, c'est de l'inédit, en fait. C'est vraiment inédit, dans la mesure où les militaires au pouvoir ne contrôlent plus rien dans le pays, et c'est gravissime. Et il y a toute une atmosphère qui règne actuellement au Mali, une atmosphère de fatigue de la population qui croyait justement que cette junte allait remettre le pays sur les bons rails du développement et de la croissance, mais en fait, rien de cela ne se passe, bien au contraire. Les djihadistes imposent leur désirata. Oui. Les djihadistes font la pluie et le beau temps dans plusieurs régions du pays, et le pays ne fonctionne pas du tout. Donc, toute cette liesse populaire qui avait accompagné le départ d'Ibeka s'est trouvé complètement démuni par rapport à ce qui se passe actuellement. Et même les personnes, en fait, si l'on prend par exemple les personnes qui ont participé justement à ce mouvement populaire de 2020, comme l'imam Dicko, par exemple, oui. qui était extrêmement populaire et qui a vraiment participé justement à ce changement politique, et il était obligé de quitter le pays et d'aller se réfugier à l'étranger. Donc la situation est vraiment, très critique actuellement. Le Mali vit en fait des moments très difficiles du point de vue politique et social. Très bien. Justement, dans le prolongement de ce que vient de dire Ahmed Ben Saada, pourtant, l'armée malienne, lors de sa prise de pouvoir, s'est donné les moyens de rétablir la sécurité. Ils ont acquis beaucoup de matériel. On a parlé d'une réforme de l'armée, mais on se rend compte que malgré toutes les mesures prises pour essayer de reprendre en main la situation sécuritaire, on se rend compte que rien ne va plus 4 ans, 5 ans après l'arrivée des militaires au pouvoir à Bamako. Oui, effectivement, c'est depuis 2020, donc de 2020 à 2024, le budget de défense, les dépenses militaires maliennes ont augmenté de 38%, donc pour passer de 500, un peu plus de 500 millions de dollars à près de 800 millions de dollars. Beaucoup de matériel militaire a été acheté, notamment des drones. Mais la question est de savoir comment ce matériel a été utilisé et à quelle fin. Oui. On constate que justement la junte militaire, dans sa stratégie militaire, la priorité n'a pas été la lutte contre... Elle a mis justement comme axe prioritaire celui de la préservation du pouvoir. Et pour le faire, elle a agi sur 2 axes. Le premier axe, c'est de sécuriser le pouvoir au niveau de Bamako, oui. Donc à la fois de probables désaccords au sein de l'armée elle-même par rapport aux orientations stratégiques du pays, et en même temps en matant les groupes signataires de l'accord de paix d'Alger, les groupes politico-militaires du Nord. On constate donc ce déséquilibre en termes de déploiement de l'effectif de l'armée malienne. Beaucoup de soldats maliens ont été massés au nord du pays pour notamment reprendre Kidal, qu'ils ont effectivement repris avec l'aide de mercenaires étrangers.
Et en même temps, ils ont, pour maintenir certaines positions qu'ils ont pu obtenir durant ces 3 dernières années, ils ont dû mobiliser le quart des moyens militaires dont dispose l'armée malienne, notamment l'effectif, on parle de plus de 10 000 soldats maliens qui sont au nord. Cela veut dire quoi? En fait, le pouvoir de Bamako a dégarni les effectifs qui sont au niveau du centre et du sud et de la zone des 3 frontières à l'est du Mali. Les effectifs qui étaient mobilisés dans la lutte antiterroriste, dans des axes, sachant que le Burkina Faso est un pays qui est pratiquement sous l'emprise des groupes terroristes. Le Niger, au niveau de la zone des 3 frontières, c'est une zone toujours critique. Et ce déséquilibre a profité donc aux groupes terroristes, notamment au principal groupe terroriste qui est actif sur le sol malien, à savoir le JNIM, donc Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, qui est en train de gagner des territoires et de prendre en tenaille carrément Bamako. Aujourd'hui, on parle de blocus autour de Bamako avec une stratégie apparemment bien réfléchie, sur laquelle on pourra revenir. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça, Mourane. Jusque-là, le JNIM a concentré ses efforts, si je puis me permettre l'expression, dans la région des 3 frontières. Là, on se rend compte que il s'étire jusqu'à l'ouest à l'ouest du Mali, et donc il s'est rapproché de la frontière sénégalaise. Est-ce que c'est une stratégie qui... Oui, c'est une stratégie. En fait, il profite du vide sécuritaire qui règne dans ces régions. On l'a expliqué que l'armée malienne, elle est concentrée sur le nord du Mali, où aujourd'hui, il y a peu de groupes terroristes qui sont actifs au nord du Mali. Donc les efforts sont concentrés sur la répression des populations du nord. On voit que des drones tirent aveuglement sur des villages, faisant des morts parmi les civils. Ça a été documenté par des Maliens, mais aussi par l'ONU quand il y avait encore la MINUSMA. Aujourd'hui, donc on constate que Bamako, donc le centre du Mali, l'ouest du Mali, le sud du Mali et l'est du Mali sont pratiquement sous le contrôle du JNIM. Donc si on prend par exemple la frontière avec le Sénégal aujourd'hui, la ville de Kayes. On a la ville de Kayes, Diema, on a également Bouguini, beaucoup plus du côté Et c'est par là que transite le carburant dont parle le docteur Ahmed Bessaada. Oui, le JNIM se concentre pour isoler justement, pour prendre en tenaille la Bamako, donc le pouvoir, la junte, et il vise les axes routiers les plus importants. Donc les corridors qui relient la capitale Bamako avec les pays voisins. C'est des routes qui sont utilisées pour notamment transporter du carburant, donc de la nourriture aujourd'hui, aussi, et de la nourriture. Le carburant est vital pour le Mali pour 2 raisons. D'abord, il est utilisé pour justement alimenter le grand public, les transports, ainsi de suite, mais aussi pour produire de l'électricité, parce que les stations des centrales électriques maliennes fonctionnent au carburant. Donc cette stratégie apparemment a réussi, puisque aujourd'hui vous avez les axes routiers qui relient Bamako à la Mauritanie, qui sont sous le contrôle du JNIM. Il y a régulièrement des attaques qui ciblent des convois de carburant. Vous avez aussi l'axe avec la Guinée, avec la Côte d'Ivoire et avec le Niger. En fait, donc c'est un pays complètement isolé aujourd'hui. Et justement, alors... Les groupes terroristes donc, ont pris le contrôle des principaux axes routiers qui desservent Bamako. Ils imposent aussi maintenant le port du voile. Le port du voile aussi, sur les régions qu'ils contrôlent. Dans les régions qu'ils contrôlent, et ce n'est pas sans susciter beaucoup d'inquiétudes au Mali.
Je sais que vous parcourez, vous lisez régulièrement la presse africaine et en particulier la presse malienne, Lima Loubi. Oui. Qu'est-ce qui ressort un peu de... Alors c'est une décision assez importante parce qu'il s'agit, le GNIM ne s'accapare pas uniquement des terres, c'est-à-dire en termes géographiques, il n'impose pas ses règles du jeu sur l'économie et le carburant devient de plus en plus rare. Il y a également des stations électriques ou d'électricité qui ne sont plus alimentées parce que le carburant se raréfie de plus en plus. Donc, mais décidément, le GNIM a imposé une autre stratégie, à savoir imposer le voile à toutes les voyageuses maliens à travers le territoire national malien. Donc c'est important de le souligner. Paradoxalement, puisque vous évoquez la presse, oui. Alors la presse malienne n'a pas évoqué je parle principalement du quotidien Le Soir de Bamako. Il a justement parlé uniquement de la reprise c'est-à-dire du transport de Diara, de la compagnie malienne Diara Transport, comme étant un retour à la normale. Mais qui se plie aux exigences des groupes terroristes. Exactement. C'est-à-dire suppression de la mixité dans les bus, port du voile pour les femmes. Et ça a été c'est-à-dire pour juste un petit peu démontrer le discours, le récit malien dans les quotidiens pro-junte. Exactement, c'est-à-dire il y a comme si on fait comme si un retour du transport. Cette compagnie a été à l'arrêt pendant 1 mois. Donc on parle d'un retour comme si c'est un retour à la normale et comme si la junte malienne elle reprend le contrôle. Donc c'est ce qu'on laisse imaginer ou croire. Paradoxalement, c'est pas du tout le cas. Donc on a vu qu'aujourd'hui le GNIM impose aussi un ordre social différent. Le port du voile a fait la une de la presse internationale. Personne n'y s'y attendait à de telles mesures. Alors il y a autre chose aussi, je voudrais bien souligner, c'est aujourd'hui la junte parle, il y a un débat actuellement, c'est d'arrêter TikTok. D'arrêter carrément TikTok au Mali parce que c'est l'outil le plus utilisé par les groupes djihadistes. Je parle principalement du GNIM qui diffuse des vidéos des camions arrêtés, voire bombardés. Il y a à peu près un convoi de 50 camions qui a été bombardé par le GNIM. Donc, c'est-à-dire là, on a un récit complètement différent et on remet aucunement en question le discours de la nation de Goïta à l'occasion de 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, où il parlait de son fameux projet qui est le projet la terre ferme, c'est-à-dire réajuster une stratégie militaire, réadapter des mesures militaires qui puissent justement contrecarrer les attaques de GNIM. Alors, juste pour revenir un petit peu à la presse, il y a également, on parle d'une nouvelle génération de sous-officiers pour justement renforcer l'armée malienne. Alors, cela prouve à la fois que cette junte, elle est complètement immature, à la fois sécuritaire et économique, et je dirais même elle perd sa légitimité sur le plan social, parce que quand on a affaire à un groupe terroriste, le GNIM, qui impose à la fois ses règles du jeu sur l'aspect économique et même social, à ce moment-là on a affaire à un autre acteur. À la limite, le Mali, Madame Louibi, est un pays musulman, donc le port du voile est tout à fait normal. Mais ce qui est anormal, c'est qu'on l'impose, parce que jusque-là, les femmes avaient le choix, étaient libres de le mettre ou de ne pas le mettre. C'est son imposition qui on est conscient que le Mali est un pays musulman. Qui devient problématique, parce qu'à nous entendre, Non, on avance sur un terrain un peu sensible. Nous sommes contre le voile, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Pas du tout. Mais jusque-là, les femmes maliennes ou les maliennes avaient le choix de le porter ou pas. C'est-à-dire, non, c'est son imposition qui pose problème. On parle aussi de priver des femmes des transports si elles ne portent pas le voile. Exact. Donc, vous avez bien fait de souligner que c'est le fait de l'imposer qui est problématique. En fait, dans la nouvelle constitution... Nous sommes dans des pays où les femmes sont libres de le porter ou pas. En Algérie, il y a des femmes qui portent le hijab aussi. Et il y en a qui ne le portent
pas exact. Voilà. Donc, il y a une liberté de conscience, c'est pas une problématique en soi. Dans la nouvelle constitution malienne, on a supprimé un article, d'ailleurs, qui a suscité les milieux religieux et tout, beaucoup de contestations. À l'époque, c'est l'islam, religion de l'État. Donc, il n'existe plus dans la constitution malienne la nouvelle version qui a été adoptée en 2023. Voilà. Absolument. C'est une liberté individuelle. Exactement. C'est une liberté individuelle. Docteur Ahmed Ben Saada. Oui, je voulais dire qu'après, c'est pas normal que la presse malienne n'évoque pas ça. N'en parle pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que s'imposer comme un acteur politique, j'ai envie de dire, alors que la presse ne parle pas de ça. Cette mesure, vous savez... Elle a peut-être peur d'en parler. Peut-être peur Ça viendrait à contrarier le discours officiel qui veut que tout va bien. Oui, exact. Après, ça remet en question aussi le discours de Goïta quand il a dit que les Maliens ne doivent pas se laisser manipuler par la désinformation du GNIM, alors que là, on a affaire au blackout. Exactement. Voilà. Justement, docteur Ahmed Ben Saada, restons justement sur cet ordre que les groupes armés terroristes essaient d'imposer au Mali, ou du moins dans certaines régions du Mali. Alors, la junte est dans un tel désarroi qu'elle fait désormais appel aux imams pour appeler les gens à rester unis et à soutenir le pouvoir. Ok, j'aimerais juste abonder ce que dit le docteur Rouibi. En fait, c'est pas l'imposition du voile ou pas, c'est une décision, disons, politique ou religieuse, mais le fait que ça soit fait par un groupe terroriste, c'est ça qui est le problème. Bien sûr. C'est-à-dire c'est un groupe qui est complètement hors la loi, qui s'installe et qui impose cela par idéologie, et que les citoyens maliens doivent s'y plier, alors que ils n'ont aucune légitimité. Voilà, il n'y a aucune légitimité. Que le gouvernement fasse quelque chose, on peut en discuter, mais qu'un groupe terroriste puisse imposer ses désirs à la population, ça c'est très grave. On parle de groupe terroriste. De groupe terroriste, voilà. Le GNIM est un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Autre chose aussi, c'est que le Mali est un pays enclavé, donc il a énormément de frontières terrestres, et des frontières terrestres très difficiles. Il a des frontières avec 7 pays, plus de 7000 kilomètres de frontières terrestres. Et comment sécuriser tout cela? Comment avoir l'armée nécessaire pour justement sécuriser une frontière, des frontières aussi longues, aussi disons hostiles aussi, parce que c'est pas toutes les frontières qui sont pas désertiques, disons. Donc en fait, l'action du gouvernement par rapport justement à cette imposition du voile, qui est une imposition, comme je l'ai dit, idéologique, religieuse, etc., ne peut en fait que être contrecarré par justement une action des religieux. Mais comme je l'ai dit à ma précédente intervention, la junte s'est coupée justement avec des personnes comme l'imam Dicko, et qui avait une très grande popularité. Donc, comment les religieux maintenant vont se sentir par rapport à cette relation avec la junte, si un des leaders religieux du pays a été obligé de s'exiler à l'étranger? Voilà, donc même là, il y a un gros problème auquel fait face la junte militaire au pouvoir actuellement au Mali. C'est un gros problème à régler. Et ce n'est pas facile, justement, de gérer des problèmes d'ordre, disons, spirituel, d'ordre religieux. Ce ne sont pas des choses simples, ce sont des choses qui prennent du temps, et puis des moyens aussi, pour justement essayer de guider la population vers une entente, une cordiale entre eux. Et tout cela ne va pas régler le problème, disons, dans les jours, dans les mois qui viennent. La situation ne peut actuellement, telle que la voient en fait les spécialistes, si vous lisez la presse
les études, les analyses sur le Mali, ils disent que en fait, le régime actuel au pouvoir est pris entre le marteau et l'enclume. Il n'a pas vraiment de mouvement. Il a brisé les libertés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il a bridé, disons, la presse et les gens qui peuvent justement parler de la situation, d'essayer de trouver des problèmes à la situation. Donc, la junte se trouve complètement isolée au sommet du pouvoir et complètement déphasée par rapport à ce qui se passe sur le terrain, de la réalité du terrain. Et c'est ça le grand problème du Mali actuellement, c'est que vous avez des gens qui sont au pouvoir, qui n'arrivent pas à régler les problèmes. Pire encore, c'est-à-dire on n'a jamais vu en fait une situation aussi lamentable. Et je parlais tout à l'heure il y a une grande incompétence dans la gestion. Exactement. Je parlais par exemple des frontières. Vous savez, actuellement on a un problème d'alimentation, de carburant, même de la ville de Bamako et de tout le pays. N'en parlons pas. Il y a 1300 kilomètres entre l'Algérie et de frontières entre l'Algérie et le Mali. On aurait pu acheminer. C'est une des rares frontière qui est encore, disons, qui est encore praticable et sécurisée. Et sécurisée, parce que l'armée algérienne est présente. On aurait pu les aider, mais qu'est-ce que fait cette junte militaire? Elle se brouille aussi avec l'Algérie. Elle s'est brouillée avec la Mauritanie. Il y a 2200 kilomètres de frontières. Elle s'est brouillée avec la Mauritanie. Oui. Et c'est quasiment à un certain moment, on pensait qu'il y allait une guerre entre les deux pays. Vous voyez que donc c'est une junte qui se brouille avec tout le monde et qui n'arrive pas aussi à autre chose qu'il faudrait souligner, c'est que cette histoire d'alliance des États du Sahel, de l'AES, où sont-ils actuellement pour aider le Mali? Pourquoi n'acheminent-ils pas à travers leurs frontières de l'aide au Mali? Ou alors c'est juste le Niger envoie du carburant, mais c'est insuffisant. Oui, je veux dire, on ne les entend pas. Nous ne voyons pas. Docteur Ahmed Messaada, il faut dire que la situation au Burkina Faso est probablement plus dramatique qu'elle ne l'est actuellement au Mali. Alors, exactement. Ouais. Dans tous les pays en fait de l'AES, la situation est extrêmement dramatique. C'est quand même. Vous savez, on l'avait dit, on l'a répété à plusieurs reprises. Le Sahel est en fait le centre mondial du terrorisme. Il fait autant de morts au Sahel que partout dans le monde. C'est absolument aberrant. Et c'était une région extrêmement sécuritaire. Ça représentait 1% de tous les conflits, disons, liés au terrorisme. C'était dans le Sahel il y a avant disons le début du printemps arabe. Et maintenant, c'est rendu une région absolument désastreuse en termes de droits humains, en termes de terrorisme, en termes de morts, de décès. Et vous savez, il y a l'électrification du Mali est autour de 50%. Et maintenant, il y a des régions qui n'ont quasiment plus de trucs. La Gao, par exemple, la première ville du nord du Mali, elle est sans électricité actuellement, et d'autres villes aussi. Absolument. Donc la situation est désastreuse et je ne vois pas comment, d'après ce qu'on a regardé depuis, disons, quelques années, depuis le premier et le deuxième putsch où Goïta avait participé, nous ne voyons pas actuellement une amélioration de la situation. Une amélioration, un arc-en-ciel qui va s'en venir et qui non, la situation est désastreuse et en plus tout ça, c'est que même au sein de l'armée, vous savez, 2 personnalités ont été emprisonnés, qui ont énormément sont extrêmement connus c'est le général Abbas Dembélé et la générale de brigade Nema Sagara, qui est
qui est connue pour son parcours exceptionnel. C'est parmi les femmes militaires les plus gradées d'Afrique. Et la mettre hors d'état de nuire, la mettre en prison, ne pas la faire participer justement, l'accuser d'avoir fomenter une rébellion ou un putsch avec les Français, ça c'est un très très mauvais signe lorsque vous avez en haut de la pyramide militaire des défections de ce genre-là. Oui. C'est un très très mauvais signe pour la suite des événements au Mali. Absolument. Khaled Ouarabi, justement, revenons à la situation sur le terrain qui est des plus préoccupantes, pour ne pas dire des plus dangereuses. L'aide humanitaire est souvent entravée donc par les affrontements, les blocus, le contrôle par les groupes terroristes de certains axes stratégiques. Donc il n'y a pas d'accès. Donc les populations n'ont plus accès à la nourriture, n'ont plus accès à l'eau, n'ont plus accès à l'électricité. Et comment les groupes terroristes profitent-ils de cette situation justement pour contrôler les territoires? Oui, justement, c'est eux qui deviennent les nouveaux prestataires de... Tout à fait, et profitent. D'ailleurs, on constate que le JNIM il administre certains territoires. A changé de stratégie. Avant, il y a quelques années, on parlait d'attentats contre des civils, donc d'attentats terroristes qui ciblent les civils. Ces derniers mois particulièrement, il a visiblement profité de la faillite des services de l'État, qui est, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, les routes sont dans des situations lamentables quand elles existent, et les populations vivent dans l'extrême pauvreté dans certaines régions. Dans un dénuement le plus total. Je rappelle juste entre parenthèses que le Mali est classé en 2024 à la 188e place en termes d'indice de développement humain, donc pratiquement parmi les 5 derniers. Donc cette situation, on la voit sur le terrain où d'abord il y a des villages complètement coupés du monde qui vivotent avec les moyens de bord, complètement isolés, qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès à l'électricité, ni à l'éducation. Il y a près de 7 millions de Maliens qui ont besoin d'aide humanitaire en urgence. Urgent. Il y a des déplacés en interne, il y a des déplacés, il y a des Maliens qui sont en Mauritanie, il y a des Maliens qui sont sur le territoire sénégalais. C'est des déplacés qui à la fois pour des raisons sécuritaires. C'est le JNIM qui distribue de l'argent, qui distribue de la nourriture. Donc le JNIM maintenant profite de cette absence de l'État pour renforcer ses liens avec les populations. Bien évidemment, derrière ça, il va avoir la possibilité non seulement de trouver de l'aide auprès de certaines populations, de recruter probablement, et de s'enraciner dans certaines régions. Ça nous permet de mieux mener nos opérations terroristes. Donc le JNIM aujourd'hui se renforce sur le dos de l'État malien, mais aussi profite de la faillite des régions maliens qui, justement, ont abandonné leur population à leur sort. Et la situation humanitaire n'est pas prête de s'améliorer. Vous l'avez dit, il y a 7 millions de Maliens qui ont besoin d'aide urgente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des populations qui sont complètement dans une situation d'extrême pauvreté. Et à cela s'ajoute le nouveau contexte qui est celui du contrôle des axes principaux axes routiers qui relient donc le Mali à des régions par lesquelles sont acheminées l'essence, la nourriture. Je cite juste un cas, l'Algérie justement, puisque Dr Ahmed Ben Saada a évoqué l'Algérie qui était d'un apport assez conséquent sur le plan sécuritaire, mais l'Algérie aussi a toujours été d'un apport assez important sur le plan alimentaire. Et je dis bien que d'énormes quantités de nourriture partent du territoire algérien vers le territoire malien, que ce soit du sucre, de l'huile de table, de la farine, de la semoule, des matières premières. J'ai fait Tombouctou, donc voilà, je sais que
Ça Il y a a des toujours été produits comme ça. algériens. C'est Oui. une forme aussi de l'Algérie d'aider les régions qui sont dans des situations difficiles à pouvoir subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, avec cette nouvelle politique adoptée par la Agressive, junte agressive envers l'Algérie, hostile envers l'Algérie avec les attaques qu'ils Oui. mènent La auprès junte de de nos 230 frontières. elle-même. Ils ont coupé les corridors alimentaires qui relient l'Algérie aux populations maliennes. malheureusement. Donc ils les isolent encore davantage des populations du nord du Mali et coupent ce lien justement commercial avec l'Algérie. Voilà. Justement, Excusez-moi, c'est-à-dire, Moukran vient de soulever un point. L'Algérie, justement, voulait éviter que le Mali arrive à cette situation désastreuse. Voilà. Justement, une question qui est taillée sur mesure pour vous. Oui. Comment justement la junte a perdu la légitimité qu'elle avait peut-être au départ, même auprès de certains segments de la population? Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que de plus en plus dans certaines régions du Mali ou dans beaucoup de régions du Mali, Excellente on question. ne ouais. considère plus la junte comme une Un solution, repère social. un repère et une solution à la Ah, oui, crise. oui, C'est devenu un problème. Oui, c'est devenu un problème et Oui. elle reflète plus un dysfonctionnement Oui. de l'État et des institutions. Donc, vous me posez une question excellente, c'est-à-dire comment... Bah oui, parce oui, qu'elle avait comment- promis comme le disait le docteur Ahmed Ben Saada, elle a promis des élections, elles n'ont pas eu lieu. Elle a promis de céder le pouvoir aux civils, ils l'ont pas fait. Ils ont muselé la presse, Ah oui, ils ont la dissous paix, la les sécurité, partis politiques. exactement, la liberté de la presse, tout ça n'a pas été La sécurité n'est pas respecté. au rendez-vous. Pas du tout. Alors, et je dirais que c'est quand la junte est en train de perdre de la légitimité au sein de la population malienne, tout simplement parce que elle n'est pas aux côtés de cette population. Oui. Quand on arrive à constater la situation économique, les prix des matières, des produits alimentaires ont flambé, le prix du carburant se vend 2 à 3 fois le prix. Donc, il y avait un espace, vous me faites rappeler, il y avait dernièrement un espace sur le réseau X. Il y a un Malien qui parlait, il a dit la spéculation, c'est tout le monde qui spécule aujourd'hui au Mali. Et ça reflète un petit peu le dysfonctionnement, ça reflète que la junte n'a le contrôle en rien, à vrai dire. Oui. Si tout le monde spécule, c'est-à-dire que l'État n'arrive pas à s'imposer comme un acteur de la stabilité malienne. Donc aujourd'hui, Moukran l'avait souligné, derrière cette décision, que ce soit le port du voile, que ce soit le fait de s'accaparer des terres, le fait de couper le transport aux Maliens par le JNIM, cela montre aujourd'hui que le JNIM veut s'imposer comme un acteur géopolitique pour les Maliens. Oui, et comme une alternative fiable à la junte malienne, d'où le danger. Donc, la presse malienne, elle parle aujourd'hui des Russes, elle parle aujourd'hui de cette alliance. Elle reprend certains propos de l'ambassadeur Igor Gromyko, ambassadeur russe, à Bamako, et qui à chaque fois essaye de mettre en exergue cette alliance avec le Mali, et que le Mali est un allié pour la Russie. Donc, oui, allez-y. À la limite, les Maliens sont libres de contracter les alliances qu'ils veulent. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, mais ce qui est inquiétant, c'est ce déni de réalité. Alors, le pays brûle, et à Bamako, on pense qu'on continue à dire que tout va bien. Exactement. C'est-à-dire, bien évidemment, les Maliens sont libres. N'exclut pas un scénario à la syrienne au Mali. Effectivement, on parle de la syrianisation du Mali actuellement. C'est-à-dire, au rythme où vont les choses, il n'est pas impossible de voir le JNIM prendre le pouvoir. Exact. En fait, c'est ça le scénario qu'on prévoit, mais à vrai dire, on n'espère pas. Oui, mais... On ne sait pas, mais on n'espère pas, mais... Si rien n'est fait, ça risque d'être. Oui, il y a plus de chances que ça se passe que. En tout cas, sur le terrain, le JNIM travaille dans ce sens.
Docteur Rouibi a souligné le point, le fait qu'aujourd'hui, avant c'était juste des opérations pour montrer son existence. Mais là, on n'est plus dans faire parler de l'idéologie qu'il véhicule. Mais aujourd'hui, en cherchant à tisser des liens avec les populations, à remplacer la fonction. Il se substitue à l'État en cherchant à aider les populations, à les accompagner sur le plan socio-économique, à assurer leur sécurité étrangement. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'inscrit dans une nouvelle stratégie, celle de prendre le pouvoir d'abord au niveau local et probablement, de toute manière, l'objectif principal, c'est d'instaurer la charia dans la région. Oui. Après, excusez-moi, pourquoi j'ai parlé d'alliance, parce que si on constate que le récit pro-junte, c'est-à-dire extrapole à chaque fois sa force dans un spectre international. C'est-à-dire on essaye de montrer que le Mali est une force par ses alliances et non pas par sa domination sociale. C'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ça. Vous pensez quoi de tout ça, docteur Ahmed Bensaada? Alors, un pouvoir qui perd de plus en plus de légitimité, mais en même temps, vous avez la dissolution des partis politiques, la répression des voix discordantes. Là, on est clairement dans une dérive autoritaire. Est-ce que vous pensez qu'à terme, la population malienne va réagir et va essayer de redresser le gouvernail, ou vous misez sur un effondrement de la junte? Vous voyez comment l'évolution de la situation? Moi, je ne vois pas l'avenir de la junte, un avenir rose, disons, au Mali. J'aimerais juste revenir un peu sur la discussion que vous avez eue précédemment. En fait, la grande erreur de cette junte, c'est qu'elle s'est fâchée avec l'Algérie et qu'elle ait remplacé la France par Wagner ou Africa Corps, des Russes. Et nous avons vu tout récemment... L'erreur a été de faire partir la MINUSMA surtout aussi. La MINUSMA aussi, on en avait parlé dans le temps. Il y a un vide sécuritaire que la junte n'a pas pu remplir. Oui, exactement. L'image que nous donne l'histoire. Joulani, qui est un ex de l'Al-Qaïda, qui est reçu au Kremlin, alors que la Russie a aidé Bachar el-Assad justement à mettre fin au terrorisme. Qui a serré la main de Donald Trump aussi. Exactement. Donc là, le GNIM, il doit se frotter les mains actuellement de voir cette situation complètement ubuesque, complètement... je veux dire, vous voyez un ancien terroriste qui est reçu par les plus grands de ce monde, et en particulier par les Russes. Alors que, si on regarde au Mali, les Russes sont venus aider le Mali, et c'est quoi le résultat? C'est ce qu'on est en train de parler depuis le début, c'est-à-dire un démantèlement complet du pouvoir sur le terrain, parce que le pouvoir, c'est pas juste occuper des postes, c'est gérer les affaires de l'État, c'est sécuriser le pays, c'est alimenter la population, c'est tout ça. Le pouvoir, c'est pas juste avoir des titres et avoir des galons. L'État est responsable de la sécurité des biens et des personnes. Exactement. Et c'est ce qu'on voit pas actuellement au Mali. Donc l'État ne fonctionne pas. L'État malien ne fonctionne pas actuellement, malgré disons, les ouvertures qui ont été faites, que ce soit pour la Turquie, les Émirats, et en particulier, bien sûr, les Russes, sur lesquels la junte comptait énormément. Donc il y a une certaine fatigue actuellement de la population. Et personnellement, il me semble regarder sans avoir une boule de cristal, mais de voir, disons, un délitement de cette junte et une disparition de cette junte à court ou moyen terme. Et une junte qui préfère détourner l'attention des Maliens en employant la tactique de la diversion, en s'attaquant à des pays comme l'Algérie qui l'ont pourtant beaucoup aidé. Et c'est ça qui est le plus dérangeant, c'est que
non seulement ils n'ont pas reconnu leur erreur d'avoir justement mis fin aux accords d'Alger, ils se brouillent avec l'Algérie et continuent à faire des lettres aux tribunaux internationaux, c'est-à-dire que non seulement ils ne comprennent pas l'erreur dans laquelle qu'ils ont faite en se brouillant avec l'Algérie, mais ils continuent dans ce sens-là. Oui. Et ça, c'est la marque vraiment d'un manque justement de vision diplomatique, de vision à longue échéance, etc. Donc, ce sont des choix qui, malheureusement, vont mener à leur disparition. Absolument. Merci docteur Ahmed Bessaada. Il nous reste juste quelques minutes avant la fin de l'émission. Donc s'il fallait résumer tout ça, il serait possible de dire qu'en conclusion, nous voyons que le Mali est confronté à un enchevêtrement de crises. L'insécurité se nourrit de l'instabilité politique, tandis que la situation humanitaire se détériore sous le poids des conflits et de l'isolement diplomatique. Ce qui est inquiétant, c'est que si demain la situation s'aggrave au Mali, il y a lieu de s'attendre à des dommages collatéraux ou à des répercussions. Et nous sommes voisins, donc le Niger risque d'en souffrir, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso, et même nous qui partageons aussi nos frontières. Il faut redoubler de vigilance. Toi, Rabi, peut-être un dernier mot par rapport à la situation qui prévaut au Mali? Le dernier mot, je pense que c'est le résultat d'une erreur stratégique de la junte malienne qui n'a pas compris, qui ne comprend rien en ce qui concerne la lutte antiterroriste. Parce qu'aujourd'hui, si la junte voulait réellement gagner en crédibilité auprès de la population malienne, elle aurait tout fait pour réussir le premier engagement qui est celui de ramener la sécurité au Mali. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une junte militaire. Après, c'est toute sa formation qui est remise en question. Voilà, il a été formé dans la lutte contre le terrorisme, Goïta, finalement. Finalement, si on n'a pas réussi en étant militaire à ramener la paix, comment on va redresser l'économie, comment on va améliorer les services publics? Oui. Donc là, l'erreur stratégique, c'est justement de ne pas s'appuyer sur un partenariat régional, parce qu'on ne peut pas... il ne faut pas se voiler la face. Le Mali seul ne peut pas faire face aux menaces terroristes, aux défis sécuritaires du pays et de la région. Donc, il a besoin d'un cadre de coopération régionale duquel il s'est retiré d'une manière... Voilà. Malheureusement, il s'est coupé quand je parle du cadre, c'est le CEMA qui est un cadre adapté à la région. Aux réalités de la région. Absolument. Ali Malouibi, un dernier mot? Moi, ce qui me fait de la peine, c'est la population malienne qui paye le prix à la fois avec cette junte qui est, je le redis encore une fois, pour moi, elle est immature. Docteur Ahmed Bessaada, nous vous laissons le privilège du dernier mot de l'émission. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la junte se réveille. Elle doit connaître, en fait, ses faiblesses et essayer de réajuster le tir. Surtout tant qu'il n'est pas trop tard. Tant qu'il est temps, exactement, et de revenir à la raison, parce que sa brouille avec l'Algérie est un élément essentiel dans la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Donc, le Mali se prive d'une aide précieuse. D'une aide précieuse et amicale et fraternelle. C'est ça que la junte ne comprend pas, parce que les peuples algériens et maliens sont des peuples frères, sont des peuples amis, et ont vécu dans de bons voisinages pendant des siècles. Et voilà qu'une junte, en quelques années, a mis le feu aux poudres entre nos deux pays. Et ça, c'est inadmissible pour les deux peuples. Et on espère quand même un petit rayon de soleil provenant de Bamako dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et ça, c'est mon vœu, parce que c'est pour le bien des Maliens. L'Algérie n'a absolument rien à gagner du délitement du pouvoir au Mali. Donc, bien au contraire, elle aime avoir des voisins qui sont forts,
des voisins qui sont coopératifs, des voisins qui font preuve justement de l'amitié qu'elles vouent justement à ces peuples. Très bien. Inch'Allah, nous l'espérons aussi. Oui. En tout cas, tout le monde est d'accord avec vous, Dr Ahmed Ben Saada, pour dire que l'espoir réside dans une nouvelle approche qui intègre à la fois les voix de ceux qui subissent les conséquences de cette crise, mais qui tiennent compte aussi des voix des pays, qui tiennent compte aussi des avis des pays voisins. Merci à nos invités pour leur éclairage et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, portez-vous bien. Bien sûr, je ne terminerai pas l'émission sans remercier nos amis qui sont à la technique. Merci à vous et à la semaine prochaine.